Après-midi. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre rendez-vous quotidien du LGF de 16h à 18h, votre talk. Ravi de vous retrouver pour ce mercredi 26 octobre. Préciser que ce vendredi, on sera de sortie à l'occasion de la tenue du SINA, le salon immobilier algérien à l'espace Charenton. Nous ferons une émission en direct ce vendredi entre 16h et 18h. Vous pourrez ainsi venir nous rencontrer et rencontrer tous les différents exposants tout au long de ces 3 jours qui vont présenter les différents produits à disposition des Algériens, bien sûr, ce week-end à l'espace Charenton. Pour ce mercredi, autour de cette table, Madame Nadia Chérif est avec nous, banquière et militante associative, mais pas que. Bonjour Nadia. Bonjour Christophe et chers auditeurs. Comment ça va Nadia? Très avec bien. cette voix toute douce. Oui, je suis très contente d'être ici. Une avocate est à la partie aujourd'hui et la meilleure d'entre nous, Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Et il fallait bien un homme quand même, avec Amin Sa qui est avec nous, élu local à la Courneuve. Comment ça va mon Amin? Salut Christophe, tout va bien? Et puis salut aux auditeurs, ça suffira, voilà, on n'est pas encore à la télé. J'étais en télé hier, c'est pas ça. Ah ouais, t'étais où? J'étais chez RT. Oula! Oula! Ah ouais, oula! T'étais chez Vladimir? C'est ça, ouais. Ouais. Bon, c'est parti jusque 18h sur France Maghreb 2, sans oublier Nadège qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux du LGF, le Grand Forum FM2 sur Twitter, Instagram et Christophe le Grand Forum sur Facebook. Voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Au programme de cette émission, le zapping avec un salaire qui fait beaucoup parler et couler beaucoup d'encre, celui de Mbappé, Kylian Mbappé. On en reviendra évidemment tout à l'heure. Le quiz, la belle histoire des génériques consacrés aujourd'hui à Navarro. Navarro, j'écoute, avec Roger Hanin. Le premier épisode était diffusé en 1989 et un 26 octobre. Ça tombe bien, Mam sera là pour nous raconter l'histoire de cette série ô combien légendaire. La battle tout à l'heure, ça se passe évidemment, on en a beaucoup parlé, du côté de Rouen, donc ce père de famille qui s'est vengé suite à l'agression sexuelle de sa fille chez eux. Est-ce que vous comprenez le geste ? Et voilà, je m'adresse là aux parents. Est-ce que vous comprenez évidemment le geste ? Vous répondez oui ou non sur Twitter, le Grand Forum FM2. On en débattra tout à l'heure. Vous êtes 86% pour l'heure à comprendre son geste de vengeance du père de la fille de 6 ans, rappelons-le. Le cupping de Benzema est-il autorisé ou interdit en France ? Voilà une bonne question. Et voilà un business qui fleurit, mais qui est en danger. Maître Maghrebi, on en reparlera avec toi tout à l'heure. Et puis Agnès Buzyn qui règle ses comptes dans un livre, ou plutôt dans un, comment on appelle ça d'ailleurs, Amine ? De quoi donc ? Agnès Buzyn, elle a fait ses confidences dans un article du Monde, enfin que le Monde c'est à relayer. 6 pages dans le... C'est ça, ouais. Et elle règle ses comptes avec l'exécutif Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Elle nous dit quoi ? Qu'elle a alerté, qu'elle était au courant du danger et que Matignon et que l'Élysée ne lui ont pas répondu à ses messages, pauvre Agnès. Et puis bien entendu, le fait du jour tout à l'heure consacré, et c'était bien normal, à la magnifique, que dis-je, la légendaire victoire du Paris Saint-Germain hier soir en Ligue des Champions. 7-2, c'est plus du foot, c'est du tennis contre le Maccabi Haïfa. Et on va parler au-delà de ce match des drapeaux palestiniens qui étaient interdits au Parc des Princes. Tiens, quand c'est les drapeaux palestiniens, ça devient tout de suite de la politique. Bizarre. Ou algérien. Bienvenue dans le Grand Algérien, pas de problème. Présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Drapeau algérien, même sur la planète Mars, il y en a, donc tu peux rien faire. Voilà, c'est comme ça. Le premier drapeau qui a été posé sur la Lune, c'était un drapeau algérien. C'est ça. Mais il y en avait quand même, je vous rassure, parce que les Auteuil. Quelle lune ?
On s'en fout. Auteuil, évidemment, a quand même brandi le drapeau palestinien. D'ailleurs, a fait un communiqué en disant que de toute façon, Auteuil a toujours été du côté du peuple palestinien et que si ça dérangeait la direction du club, on les emmerde. Voilà, texto, ce que l'ont dit les supporters de Auteuil hier soir. Alors, quelques petits clins d'œil qui se sont déroulés dans l'actualité. Un 26 octobre en 2012, c'est l'ex-chef du gouvernement italien, Berlusconi, a été condamné à une peine, vous vous en souvenez peut-être, de 4 ans de prison pour fraude fiscale, sentence réduite de facto par une comment dirais-je, une amnistie qui a été votée en Italie en 1986 par la gauche, réduisant donc sa peine à 1 an. On rappelle que cette loi a été votée en raison de la surpopulation carcérale, donc il n'y a pas qu'en France qu'on connaît une surpopulation carcérale, n'est-ce pas, Maître Maghrebi? Pardon, j'ai pas écouté. Bah bravo. Hein. Je parlais de la surpopulation Bah, carcérale. moi, je suis honnête. Ouais, la surpopulation carcérale, la France la connaît. Ah bah oui, c'est catastrophique. Et Ouais. d'ailleurs, les conséquences de la surpopulation carcérale sont que des personnes, je vais donner un exemple tout simple que j'ai eu il y a pas très longtemps, c'est que par exemple des jeunes délinquants se retrouvent dans des quartiers avec des personnes qui sont condamnées à perpétuité. Des petits délinquants se retrouvent avec des criminels parce qu'on n'a pas de place. Enfin voilà, on se retrouve avec des situations qui sont dramatiques. La France a été condamnée à plusieurs reprises par rapport à ça. Exact. Ouais. Et voilà. Donc cette loi en Italie a été votée en 1986 qui a permis à Berlusconi de réduire sa peine de 4 ans à 1 an. Et puis en 1974, ma chère Nadia, c'est l'OLP Ma qui date de est... naissance. Ah bon? Oui, mon année de naissance. T'es toute jeune, dites donc. Bien sûr. L'OLP est reconnu au sommet de Rabat comme seul représentant du peuple palestinien, c'était en 1974. Et puis clin d'œil musical, il sera l'invité tout à l'heure à 22h de DJ Nabil dans le cadre de son émission Tapis Rouge. Tiens, on reste au Maroc avec un artiste que tu connais peut-être, ma chère Nadia, mon cher Amine, c'est Kravata. DJ Nabil à partir de 22h dans le cadre de Tapis Rouge. Puis un double coup de cœur musical aujourd'hui, il sera ce soir à l'Olympia. C'est un artiste nigérien qu'on aime beaucoup et que d'ailleurs notre très cher Nadège va aller applaudir ce soir. C'est Rema, vous connaissez?
Olympia ou un stade de Marseille. Enfin, un match de Marseille, pardon. Comment je la sentais arriver celle-là. Bah écoutez, mon choix est fait, hein. Tu veux dire une défaite de Marseille? Ouais, voilà, c'est ça, Amine, merci beaucoup. Ah, Amine, tu t'y mets toi aussi. Bah ouais. Ah non, je suis pas d'accord. Donc, Je suis pas d'accord. dommage, franchement, dommage qu'il reste plus de place parce que j'aurais bien été à l'Olympia. Sympa comme musique, moi j'aime beaucoup. Ah, je pensais que t'aurais été à Francfort pour soutenir l'OM. Ah non, jamais non. Ah. Non, Francfort en plus c'est pas très agréable comme ville, hein, franchement. Ça, on Faut le dire. est d'accord, mais Ah bon, ouais. quand c'est pour Oui, mais, supporter l'OM, Non, mais tu l'Allemagne en comprends. général, franchement. Quand c'est pour supporter le Soleil, tu es l'une des fan. meilleures équipes de l'histoire du Ouais. football. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Je te disais, quand t'es fan, c'est pour toujours et tu te déplaces n'importe où, même sur la Lune. Hein. Et en plus pour la planète Mars. Ouais, bah, Mais écoute, non, mais euh, Christophe ne se déplace même pas au Parc des Princes pour le PSG. Donc, Mais le seul inconvénient avec Marseille, c'est que tu te déplaces, mais tu reviens vite, quoi. Ah, j'adore. Alors, Amine. pas du tout. j'ai- Amine. En fait, je sens qu'on va bien s'entendre, lui et moi. Oui, on va bien ça, très bien. Non, je ne vais pas au Parc des Princes, madame, parce que d'abord les places sont devenues trop chères. Mhm. Je vous le dis, voilà, les Qataris, depuis qu'ils sont arrivés au Parc des Princes, c'est n'importe quoi les prix. Mais ça ne m'empêche pas de soutenir mon équipe et de la supporter, et même d'aller la voir en terrain ennemi, en terrain adverse, au Vélodrome par exemple. Confère il y a un an pile. Voilà. Il y a un À an deux pile, jours- à nous deux jours- étions- à En deux terrain jours- conquis, tu veux dire. À 2 jours. Ouais. Ah, pas du tout. Non, c'était un pas du 0-0. tout, c'était un match nul et honnêtement, Christophe, tu peux le reconnaître. Mais Que on- là, pour le coup, quand même, Marseille a extrêmement bien joué, que vous êtes venus avec l'idée que vous alliez nous manger, et que finalement, je me Alors, souviens mais un très nul bien à de la tête de l'extérieur, c'est Messi une qui avait victoire, été non impressionné sur le terrain. Un nul à l'extérieur, c'est une victoire. Donc, je suis désolé. ben non, une victoire, c'est une victoire. Alors- Est-ce que vous avez pris option Quand sport il y a 0-0, ça s'appelle un match nul. Option sport au lycée. Non, on Option n'a pas pris. football. Non. Et Christophe, c'est Ça jamais- n'existait pas. et d'ailleurs, Christophe avait reconnu lui-même que son équipe avait été nullissime. Oui, ils avaient été. Non, j'avais pas dit les sites. Non. Mais t'avais presque dit ça. Non, et mais si tu pas- et c'est ne me- presque- c'est et- pas et- ça ce que et j'ai dit. Christophe, nous Oh étions là Tu là. travestis mes propos, maître. Christophe, nous étions ensemble Oui, dans le nous étions stade. ensemble, oui. Fais attention à ce Oui. que tu dis parce que j'ai des preuves. Tu sais que je filme tout et que je garde tout. Donc je me souviens même qu'à cette époque, tu avais. Ah, c'est dans ta pub là. J'avais même entendu un vive Non, l'OM. Voilà, c'est l'heure de la pub. Dans un instant, on faites va parler. attention si vous ne souhaitez pas que je sorte les dossiers. Oui, bon. Ne critiquez pas l'Olympique Maître de Maghrebi, Marseille. vous êtes sous le coup de la comment on dit, confidentialité. Le secret professionnel Le secret professionnel. ne s'applique pas Ah, si, concernant. madame. Non. Au foot. Il ne Je vous s'applique attaque pas pour concernant diffamation. le sport. Pas du tout. C'est moi qui risque de déposer une plainte pour diffamation. Devoir de réserve. Ouais, voilà. Et surtout une plainte pour diffamation Non, si mais vous allez trop n'importe loin quoi. concernant l'Olympique de Bon, Marseille. dans un instant, on va parler du vrai foot, savoir le PSG et évidemment la victoire 7-2 hier soir contre le Maccabi Haïfa. Au-delà du foot, parce que Nadia n'a rien à foutre du foot. Complètement. On va parler quand même de cette petite polémique qui a fait sensation sur les réseaux sociaux hier et notamment sur Twitter avec cette interdiction de brandir le drapeau palestinien. Est-ce que vous comprenez cette décision? Elle est politique, nous dit-on, hein, d'avoir fait brandir le drapeau palestinien. On nous dit qu'on n'en veut pas parce que c'est politique contre le Maccabi Haïfa qui quand même, les supporters du Maccabi Haïfa ont fait un défilé sur les Champs-Élysées tout à fait calmement, tranquillement, sans que ça ne pose aucun problème. J'imagine une autre équipe, par exemple du Maghreb, hein, Maroc, Algérie ou Tunisie, pas sûr que ça aurait été sous un silence comme ça aveugle. Mais ça, géométrie variable. Bah oui, je voilà. suis désolée, ce qui se passe en ce moment en Ukraine et avec l'Ukraine et la Russie. Moi, j'ai déjà vu des drapeaux ukrainiens dans des stades. Oui, mais ça, Voilà. ça passe crème, ça. Voilà. Non, mais à un moment donné, toute proportion gardée, il faut avoir la tête froide et se dire et être juste. Être juste, c'est l'interdiction pour tout le monde, ou bien accepter les susceptibilités politiques des uns et des autres, en toute proportion gardée à nouveau, en respectant, On en en parle dans respectant un les instant. pays. Ne bougez pas, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, comme disait Darmanin. Oh, Et là, le t'as cassé cupping, l'ambiance. le cupping de Benzema, autorisé ou interdit en France? Voilà une bonne question. Je sais que ça va un peu déranger, mais il faut qu'on en parle, les enfants. Et vous savez qu'ici, on n'a aucun tabou. Et dans cette émission, on traite de tous les Parle sujets, pour toi, même Christophe. ceux qui dérangent. Pardon? Parle pour toi, Christophe. Oui, je parle pour moi et je parle pour tout l'ensemble des chroniqueurs. Évidemment, 01 40 33 9000 pour nous rejoindre, les amis. On est ouvert jusqu'à 18h. Profitez-en. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Oui, c'est vrai que c'est les vacances scolaires. Hein. C'est vrai qu'on voit plein de gamins dans les trains, dans les transports, dans les rues. Là. Je sais pas si c'est les vacances pour les parents d'ailleurs. Hein, Amine?
Bah oui, c'est le cas. D'ailleurs, ça se voit sur la route. Moi, j'ai mis à peine 20 minutes là pour arriver. Ouais. Donc ça, c'est plutôt agréable. Mhm. Donc ouais, c'est les vacances. Les gamins s'amusent. Il fait beau en plus. On va avoir une semaine de beau temps. Non, mais alors ça, c'est vraiment incroyable. Des températures qui frôlent les 30 degrés en France. Oui, c'est impressionnant. Alors c'est inquiétant, C'est pour inquiétant le climat, hein, pour le climat. mais c'est quand même agréable d'avoir encore 25 degrés à Marseille aujourd'hui, 25 hein. octobre quoi. Ouais, c'est un Ah truc mais à de fou. Marseille, les gens seront à la plage. Hein. Ouais, non, mais c'est Dimanche, il se c'est un limite, truc de et- dingue. On est quand même le 26 octobre. Ça vous aura pas échappé quand même. Bon, Nadia Sharif est avec nous, Maître Maghrebi ainsi que Amin Saha. On va revenir sur ce qui s'est passé hier soir, donc le match du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa. Le score est sans appel, 7-2. Tiens, on va juste écouter pour le plaisir, mon cher Amin. Christophe Galtier, l'entraîneur, le meilleur entraîneur de France, qui parle évidemment de son N'oublie équipe pas et de de cette préciser d'où il vient. victoire. N'oublie pas de préciser d'où il vient. Évidemment, une belle soirée. L'objectif était de se qualifier. Il était important de pouvoir se qualifier ce soir. Et c'est chose faite. Maintenant, il y a un dernier match dans cette poule où les 4 équipes vont avoir un enjeu pour la première place, d'autres pour l'Europa League. Donc, on devra aller faire une grande performance à la Juventus pour aller chercher la première place de ce groupe. On a manqué d'exigence sur le début de la deuxième période. Autant on a été pris et c'était bien joué de la part du Maccabi sur le but qu'ils ont marqué, le premier but sur un coup franc. Autant en deuxième période, on a manqué d'exigence et de rigueur pour éviter de relancer une équipe et on l'a relancé. En dehors de ça, évidemment que je suis satisfait du match, de la prestation de l'équipe dans sa globalité. Je trouve que l'équipe a joué un football fantastique. Non, ça serait prétentieux de penser qu'on a la meilleure équipe du monde. Dans cette compétition-là, il y a des adversaires de très grande qualité et on verra bien ce qui se passera à la suite de notre dernier match et le tirage. Mais j'ai 3 joueurs extraordinaires devant. Bah oui Christophe, lâche-toi, vas-y dis-le, c'est la meilleure équipe du monde. Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors au-delà du match et où il n'y a rien à dire parce que c'était tellement parfait. Voilà, à quelques exceptions près quand même, quelques inquiétudes en défense, notamment pour le Paris Saint-Germain. Par contre, c'est le fait, vous savez que le Maccabi Haïfa est une équipe israélienne. Et d'ailleurs, il y avait un dispositif assez impressionnant. 800 policiers étaient mobilisés pour l'événement. Et on avait interdiction de brandir les drapeaux palestiniens parce qu'on considère que le drapeau palestinien, à l'encontre de ce match, était un message politique. Nadia, est-ce que ça te choque que le club, la direction du club ait dit pas de drapeau palestinien? Alors, Ils ont essayé, mais il y en a eu il y a quand 2 même. points. Il faut le voir sous 2 axes. Si Ouais. c'est l'axe sécurité et ils ont peur pour le déroulé du match et les tensions autour du match, etc., etc. Bon, à la limite, ça peut s'entendre. En revanche, moi, je suis pas du tout pour le fait d'interdire parce que lorsqu'on parle, et encore une fois, je le répète parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'Ukraine actuellement, on voit énormément de drapeaux ukrainiens, que ce soit pour des événements sportifs ou autres. Parce qu'à un moment donné, les gens veulent être solidaires de cause et ils veulent prouver aussi qu'ils sont ils compatissent, ils comprennent, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut être lucide. C'est soit non dans la totalité, soit oui dans la totalité. Mais c'est pas 2 poids 2 mesures. C'est juste pas possible. Et c'est pas le bon message qu'on envoie à la population non plus. Quoi qu'il arrive, le diffuseur a quand même bien fait son travail. Hein. Amine, je passe à regarder le match. On n'a pas vu un drapeau palestinien. Hein. Oui, pour le coup, oui, la réalisation, tu veux dire, Oui, absolument. a été Canal+, soignée pour éviter ce genre magnifique, hein. Mais bravo Canal+. Dans ce cas-là, est-ce que c'est véritablement l'aspect sécurité qui a été mis en avant si l'objectif sûr que c'était non. de masquer les drapeaux, parce que les gens qui sont chez eux et qui voient les drapeaux, ils vont pas se mettre à manifester ou à avoir une expression casser une politique. télé. Donc en réalité, moi j'ai plutôt l'impression que c'est une manière de limiter encore une fois la liberté, quoi. Les stades ont toujours été un lieu d'expression populaire et exact. donc un lieu d'expression
politique également. Quand on interdit à la Russie, par exemple, de participer à la Coupe du Monde, on mêle bien le foot à la politique. C'est vrai. À la diplomatie même. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas exprimer une opinion à partir du moment où c'est fait dans un cadre légal. Je parle sous le contrôle de Maître Maghribi, qui nous expliquera qu'est-ce qui peut être légal ou non dans un stade de foot. Est-ce qu'on peut exprimer une appartenance? Est-ce qu'on peut exprimer le soutien à une population? Donc moi je vois pas en quoi là il y avait matière à interdire. Moi je soulève juste que lorsqu'il y a eu les Jeux Olympiques et il y a eu la question des droits civiques pour les joueurs américains et notamment les deux blacks américains qui étaient afro-américains qui étaient sur ce stade dans les années 70, ils ont levé le bras. Et ça a été justement une caisse de résonance. Et on en parle encore aujourd'hui de façon positive. Donc c'est pour ça que je dis 2 poids 2 mesures. Il faut faire très attention à ce type de conclusion, mais surtout avoir une action commune et pouvoir librement parler de ces événements et avoir des choix aussi, les assumer. On est quand même dans un pays, on a le droit de s'exprimer. Maître Maghribi. Alors moi je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit, sachant que normalement le foot, tout particulièrement, plus que les autres sports, est un sport qui est censé fédérer, rassembler, unir au regard de toutes les nationalités, toutes les couleurs et toutes les origines. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui s'en vantent, notamment la France, lorsqu'elle gagne la Coupe du Monde. Donc venir interdire un drapeau pour des raisons sécuritaires dans un stade, moi j'ai envie de dire que si la raison principale de cette interdiction est prise pour des raisons de sécurité, dans ces cas-là, c'est pas un drapeau en réalité qui va causer un trouble à l'ordre public, mais plutôt la personne qui est censée porter ce drapeau. Donc ce qu'il faudrait faire, ça serait plutôt s'assurer de qui est pro ou anti-palestinien dans ce cas-là, si on veut pousser le raisonnement. Parce qu'une personne qui va venir dans un stade dans le but de troubler l'ordre public, en réalité, elle n'a rien à faire dans un stade. C'est la personne qui pose problème et pas le drapeau. Donc, à mon sens, le message qui est envoyé est totalement faux et totalement mauvais. C'est un message politique, tout simplement. Sachant que si je peux aussi faire un petit parallèle, je suis obligée là de faire le parallèle à ce qui s'est passé durant le match. C'était la Tunisie contre le Brésil. Il y avait des drapeaux palestiniens, il y avait des drapeaux israéliens, il y a eu quelques petits soucis, mais pas plus que ça. Il n'y a pas eu de difficultés, on n'a pas eu d'émeutes, on n'a pas eu de personnes sur le terrain, il n'y a pas eu de problème. C'est des choses qu'on voit tous les jours durant. C'est pas ce que vous j'y étais dans le stade et la vidéo qui est passée, qui concerne notamment ces moments d'altercation, ça a duré 2 secondes. Enfin, quand je dis 2 secondes, ça a duré même pas quelques minutes. J'étais vraiment juste à côté et il n'y a pas eu de problème plus que ça. Il n'y a pas eu de mise en danger des gens. Il n'y avait pas un réel trouble à l'ordre public tel qu'il est entendu au niveau juridique. Le drapeau palestinien et le drapeau israélien, ils sont aussi côte à côte régulièrement dans la tribune sud du Vélodrome et on n'a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Donc vraiment, là, le message qui est envoyé, c'est plutôt un message qui est inquiétant parce qu'en fait, ils sont en train de véhiculer l'idée que lorsqu'on porte le drapeau palestinien, on est dangereux, ce qui est faux. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, et par ailleurs, une dernière chose, on a tendance en ce moment à vouloir interdire à peu près tout et n'importe quoi. Et je fais un petit parallèle avec le port du voile notamment, puisque... Ah oui ? Oui, je fais un parallèle, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on part du principe que le voile est une expression religieuse. Oui. D'accord ? Mais on pourrait exprimer sa religion de plein d'autres manières et sans que cela ne tombe sous le coup de la loi. D'accord ? On pourrait imaginer que demain, les musulmans, par exemple, ils portent un brassard. Donc demain, il faudra légiférer pour dire le brassard, c'est un signe religieux. J'ai entendu une ministre, je sais plus si c'est une ministre ou une parlementaire, qui disait maintenant, on va considérer les signes religieux par destination. Donc, d'un point de vue juridique, ça me paraît quand même très compliqué. De la même manière que on peut considérer que
le drapeau palestinien brandi dans un stade serait en soutien au peuple palestinien, mais on pourrait imaginer que demain ce soit autre chose. Le fait, je sais pas moi, d'arborer un chapeau noir, ce serait un soutien au peuple palestinien. Et donc il faudra encore prendre une mesure pour dire on va interdire les chapeaux noirs parce que c'est en soutien à telle ou telle population. Donc il faut qu'on arrête de tomber en permanence dans ce genre de facilité, parce que en réalité ce qu'il faut c'est empêcher évidemment que les nuisibles nuisent, mais il faut permettre à chacune et à chacun de pouvoir s'exprimer en toute liberté, ensuite... et exprimer notamment parce qu'on est dans un pays libre, un pays où on se bat au quotidien pour maintenir la liberté d'expression. Et ben on va pas se laisser contraindre par ce genre de mesures. Mais il y a eu un jeu d'image il y a pas très longtemps d'une mannequin américano-palestinienne, Gigi quelque chose, parce que je suis pas très mannequinat, et elle a dit justement qu'aujourd'hui, lorsqu'on parlait des drapeaux palestiniens, c'était une catastrophe, et donc elle a joué sur le fait de la pastèque. Donc maintenant, elle utilise la pastèque pour parler. C'est bon la pastèque. Oui, mais parce que les couleurs sont celles du drapeau palestinien. Ah, d'accord. Donc, et donc demain il faudra interdire la pastèque. Voilà. Demain on va interdire la pastèque. On voit bien que c'est. Il y a l'écharpe aussi qui est le symbole. Oui. Donc demain on n'a rien à voir au départ. Voilà. D'un point de vue culturel qui n'a rien à voir. Mais demain on va interdire le pull et puis on va se retrouver en caleçon. Mais c'est précisément ce que disait le rapporteur de la loi de 1905 quand il disait, quand on a interdit, vous savez au départ l'habit catholique, l'habit d'homme d'église. En fait, il dit c'est pas ça qu'il faut viser, parce que demain, si on interdit tel ou tel vêtement, et ben les religions étant extrêmement intelligentes, elles vont s'approprier un autre habit pour signifier à tel ou tel qu'on appartient à cette religion. Et donc, je crois que l'esprit de la loi de 1905, c'était pas celle de la restriction de liberté. Bon, dans un instant, les regrets, ou plutôt les règlements de compte de Agnès Buzyn, qui sort du silence dans des déclarations dont s'est procuré Le Monde. Je vous en parle dans un instant. Agnès Buzyn qui règle ses comptes avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre de l'époque, évidemment. Et à propos du Covid, on en reparle avec vous. 01 40 33 9000. Est-ce que vous y accordez du crédit à ces regrets, ou plutôt ces règlements de compte de Madame Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, celle qui s'est rétamée joliment à la mairie de Paris. On en reparle évidemment avec vous sur France Maghreb 2. On parlera évidemment du cupping de Benzema, autorisé ou interdit en France. Maître Maghrebi, ici présente, nous expliquera ce qu'il en est réellement. Je crois que d'ailleurs tu es assez impliqué dans l'affaire, hein, ma chère Besma. Et donc tu pourras nous en dire un peu plus tout à l'heure. On a plein de questions à te poser. Hein. Avec plaisir. Voilà, et tu vas y répondre. Et amis auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000. Je sais que ça dérange, hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai reçu quelques messages, limite d'intimidation. Mais c'est pas ça qui nous fait peur, je veux dire, le courage, on mais connaît. Mais faut pas avoir peur, on va juste expliquer quel est l'état du droit. On va pas du tout critiquer Benzema, on l'aime. Moi je l'aime Benzema. Non mais parce que quand tu mets cupping et Benzema dans la même phrase, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que tu vises à le critiquer. Qu'on pose bien les choses et que les choses soient bien claires. On n'a absolument pas l'intention de critiquer notre champion, notre chouchou, notre ballon d'or. On l'aime, on va juste parler de la pratique. Est-ce qu'elle est légale ou pas en France? Oui, non, c'est plus du côté des gens qui la pratiquent que ça pose problème, et ils ont un peu peur, tu vois. Peur. Ça depuis 2015, ils ont peur, mais ils continuent. Hein. Ah oui. Bon, on en parle dans un instant. Ne bougez pas, restez avec nous. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le Grand Forum, avec aujourd'hui Aminsa, élu local à la Courneuve, avec Maître Maghrebi, avocate au barreau de Paris et au barreau de Marseille aussi. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais oublier. Non. Et Nadia Cherif, banquière, oui, c'est pratique en ce moment. Et puis militante associative aussi, prof de yoga. Exactement, aussi. C'est bien ça, le yoga. Bon, elle aura peut-être bien besoin du yoga, Madame Buzyn, en l'occurrence. On pourrait peut-être lui faire du bien. Pour parler de Madame Yoga, Madame Buzyn. Madame Yoga aussi. Hein. Ouais, pourquoi pas. Alors, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, règle ses comptes avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe à propos du début de la pandémie du Covid-19.
Agnès Buzyn, donc mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, contrairement à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui a seulement lui été placé sous le statut de témoin assisté. Et pourtant, selon l'ancienne ministre de la Santé, eh bien, elle était l'une des premières, dit-elle, à s'alarmer dans l'indifférence générale. Début janvier 2020, je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous, j'avais l'impression de ne pas être entendu, a expliqué Agnès Buzyn dans une interview au Monde. On m'a fait passer pour une idiote qui n'a rien vu, alors que c'est l'inverse. J'avais prévenu, dit-elle, j'avais été la ministre la plus alerte en Europe, mais tout le monde s'en foutait. Les gens, dit-elle, m'expliquaient que ce virus était une grippette et je perdais mes nerfs. J'avais l'impression d'avoir face à moi une armée de personnes endormies. Je n'arrivais pas à les secouer. Dans ce journal de bord, donc Le Monde a pu consulter, a dit avoir alerté le directeur de la santé Jérôme Salomon dès ses vacances de Noël 2019 en lui transférant à l'époque un article de blog qui évoquait cette mystérieuse fièvre de Wuhan. Alors fin janvier, après les premiers cas français, ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe n'auraient répondu à ces messages. Insistant, elle raconte avoir déploré à l'époque l'absence d'alerte mondiale de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Arrive la mi-février, la vidéo intime de Benjamin Griveaux qui abandonne les élections municipales à Paris. Toute la Macronie est alors harcelée pour qu'elle le remplace, en quittant le ministère de la Santé à l'époque. Même le président Macron l'aurait appelé à 2 reprises en une seule nuit pour la persuader, dit-elle. C'est ce qu'elle fera finalement, tout en réclamant en vain de reporter le premier tour des municipales, de vite déclarer un confinement. Le président Macron aurait, selon elle, déclaré après coup « On aurait dû écouter Agnès ». Voilà une ancienne ministre de la Santé qui s'estime aujourd'hui, donc on l'aura compris, victime d'injustice. Alors certains sur les réseaux sociaux accueillent son témoignage avec un certain scepticisme, notamment par exemple en ressortant cette archive de janvier 2020 au début de la pandémie. Écoutez. Même le Hop, elle est où ? Elle est là, normalement. Elle est là. Les analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. Voilà, alors, certains y voient aujourd'hui une forme de contradiction. Madame Buzyn était-elle si inquiète qu'elle le dit aujourd'hui alors qu'elle paraissait à l'époque plutôt rassurante, quoique prudente quand même. Autre incohérence, pointée si elle a pourquoi avoir tenu des meetings fin février, si elle était si inquiète que cela, du maintien du premier tour des élections municipales. En tout cas, les 600 pages de son journal de bord sont désormais entre les mains de la Cour de justice de la République. Est-ce que, Nadia, ces déclarations sont inquiétantes et graves? Non, moi je la trouve pas inquiétante, je les trouve graves vis-à-vis de sa moralité. Et justement, si elle arrive à se regarder dans une glace, c'est encore mieux. Je suis méchante, mais c'est à propos. Moi, je dis tout simplement que lorsque on a une responsabilité aussi importante, il faut aller jusqu'au bout du truc et quitte à démissionner. Elle ne l'a pas fait. Alors, il y a une fidélité politique, il y a une fidélité vis-à-vis de sa famille, mais ça ne transpire pas dans le discours de 2020. Quand on revient en arrière et qu'on commence à regarder à nouveau de par les dires d'aujourd'hui, on va dire, on va voir si elle a une once de tremblement de voix lors de ces déclarations de 2020. Or, moi, je n'ai pas du tout cette impression. Et là, j'essaye de comprendre, et je me dis que c'est juste un règlement de compte et qu'elle se doit, vis-à-vis d'elle-même, de régler des comptes avec certaines personnes. C'est la seule façon, et moi je pense que c'est la seule sortie plausible que l'on puisse mettre en avant, parce que voilà, c'est passé. Alors, okay. C'est passé, et elle, qu'est-ce qu'elle a subi, enfin, quelles sont les conséquences pour elle lorsqu'elle est partie, lorsqu'on a dit qu'elle n'était pas apte,
Elle a retrouvé un emploi, elle n'a pas eu besoin de chercher, et elle a été recasée. Donc, elle a traversé la rue, simplement. Oui, j'allais dire, mais c'était trop facile. Alors, donc elle a été reclassée. Elle a été reclassée, et aujourd'hui, elle règle ses comptes. Mais absolument, et peut-être pour sauver sa peau judiciairement aussi. Mais je trouve que c'est petit. Absolument, Christophe, et je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, elle est uniquement en train de préparer sa défense. Et là où je suis ennuyée par rapport à tout ça, c'est que elle est mise en examen. Être mis en examen, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a des éléments suffisamment probants et concordants qui laissent supposer qu'elle a commis une infraction. Donc il y a une instruction qui est ouverte, et dans le cadre d'une instruction, il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Et une personne, quand elle est mise en examen, elle est normalement sous le coup du secret de l'instruction. Donc là, son intervention, je ne la comprends pas, si ce n'est qu'elle souhaite manipuler les médias pour faire et provoquer un procès médiatique pour changer l'opinion publique vis-à-vis d'elle et faire en sorte que, devant le juge d'instruction, la position que la justice va avoir vis-à-vis d'elle change. Donc c'est purement et simplement stratégique à mon sens. C'est de la tactique, voilà. Alors Mélissa de Colmar, bouge pas moi Amine. Hein. Mélissa de Colmar est avec nous. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Bonsoir. Alors Agnès Buzyn, les confidences ou les règlements de compte de Madame Buzyn, vous les accueillez comment Mélissa ? Alors très très mal, parce que en fait moi étant d'Alsace, on a eu un départ de Covid assez important chez nous. Absolument. Ça a démarré dans le Haut-Rhin dans le 68. Ouais. Et après on s'est arrivé dans le 67. C'est déjà un épisode qui a été très très difficile humainement à vivre. Même si j'ai eu la chance d'avoir un jardin, de pouvoir sortir, etc. Mais j'ai été quand même très entourée de personnes qui ont vécu cet événement très difficilement. Aujourd'hui, de jeter la pierre à quiconque, essayer de sauver sa peau, je trouve que c'est un peu trop facile. D'autant plus, je rejoins ce que ces dames disaient. Elle n'a pas eu de problématique pour se replacer. Et si réellement tout ce qu'elle dit était vrai, pourquoi à ce moment-là, elle n'a pas dit voilà, je ne peux pas assumer mon poste, j'ai déclaré ça, c'est très grave ce qui se passe, je ne suis pas en mesure, on ne me donne pas les moyens, je ne suis pas en mesure et je n'ai pas la capacité de pouvoir gérer ce problème. Donc moi, ça aurait été, j'aurais plus d'estime pour elle aujourd'hui si elle avait assumé et dit réellement ce qui se passait. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont morts. Quand vous voyez systématiquement dans les rues des corbillards qui passent, enfin nous, en tout cas dans notre région, on a été très très marqués par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment gonflé. En plus, par la suite, elle essaye de se présenter à la mairie de Paris pour rester dans la politique. Je trouve que c'est un peu waouh, quoi. Moi, je trouve ça. Même ça, elle dit que c'est parce qu'on l'a harcelée pour qu'elle se présente. Hein, quand on arrive à utiliser les médias pour essayer de crier haut et fort qu'on est innocent, je suis désolée, quand on est face à des morts, on est censé être capable d'utiliser les médias pour dire attention, danger. Sauf qu'à cette époque-là, les médias, ils ont été cloisonnés. Il n'y avait aucun message qui pouvait passer quant au risque du Covid. Ils ont bien tout maîtrisé. Donc il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent de. Ouais. Alors bouge pas, Mohamed, tu vas pas nous dire un petit peu le fond de ta pensée concernant cette affaire et vos appels au 01 40 33 9000. À tout de suite, les amis. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec Nadia Cherif, avec Maître Maghrebi et Amine, évidemment, Agnès Buzyn. Ces déclarations dans son journal de bord dont a eu accès le journal Le Monde, c'est ces petits messages en disant moi j'étais la seule ministre en Europe à avoir pris conscience de la gravité de la situation, que personne ne m'a écouté, tout le monde s'en foutait et que même j'ai tenté de faire reporter le premier tour des élections municipales, personne ne m'a écouté. Encore une fois, on m'a même d'ailleurs invité à me présenter à la mairie de Paris en me harcelant, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Est-ce que franchement ça te fait verser une petite larme ou pas, Amine ? Verser une larme, non. En revanche, moi je suis pas pour que Agnès Buzyn porte le poids de toute la responsabilité dans cette affaire. Moi je suis plutôt un partisan de la responsabilité revient quand même à celui qui est tout en haut, donc le chef. Et donc il n'est pas normal que dans une démocratie comme la France, avec des institutions aussi fortes, avec une organisation politique aussi forte et structurée, que le président de la République n'ait pas
l'information en direct de la part d'un ministre. Ce n'est pas normal, et de toute façon, il y a un certain nombre de ces arguments seront vérifiés par les enquêteurs, enfin par l'instruction du dossier, par le tribunal, par la Cour de justice, de la République. C'est pas normal qu'elle envoie des textos au président de la République, au secrétaire général de l'Élysée, au Premier ministre sans avoir de réponse. C'est ce qu'elle dit, hein. Ouais. Alors, c'est ce que je dis. Moi, je pars du principe qu'elle peut pas tout inventer. Il peut pas y avoir que du mensonge dans ce qu'elle raconte. Par ailleurs, il y a des choses sur lesquelles elle pourra difficilement mentir. Donc oui, elle a une forte responsabilité dans cette affaire. Oui, elle aurait dû être plus insistante. Oui, elle aurait dû peut-être s'emparer des médias pour alerter l'opinion, quitte à ce que ça lui coûte sa place, etc. Elle ne l'a pas fait, elle aurait dû le faire, mais je ne crois pas qu'elle soit seule responsable dans cette affaire. Il y a un secrétaire général de l'Élysée qui est censé être le chef d'orchestre du gouvernement, en tout cas de l'ensemble de l'entourage du président de la République, qui n'a pas joué le rôle qu'il aurait dû jouer. Un Premier ministre qui a minimisé surtout lui, parce que c'est risques. surtout le Premier ministre, elle est sous la... Enfin, c'est donc, avec lui, ce n'est pas normal. Après, vous savez, il y a eu, je crois, 13 000 plaintes qui ont été déposées contre des ministres, etc., pendant la crise. 9 ont été retenues, et parmi les 9, il y a celle qui nous intéresse, qui a amené Agnès Buzyn à être mise en examen. Oui. Eh bien, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que dans le pays, dans l'opinion, il y a une volonté de justice sur cette affaire, parce que ça a été extrêmement mal vécu. Et puis, la première des responsabilités, alors oui, il y a l'anticipation, parce que on savait déjà depuis le mois de décembre qu'il se passait quelque chose en Chine, et que il y avait un certain nombre de cas qui apparaissaient ici ou là en Europe, mais ce qu'il faut retenir quand même dans cette affaire, c'est que c'est parce que l'hôpital public a été mis à mal depuis de nombreuses années. Il était déjà dans un sale état, mais Emmanuel Macron, en arrivant, a amplifié la situation de l'hôpital public, et notamment de la médecine de ville par ailleurs. Et on se souvient aussi qu'au moment même où on avait besoin des soignants, on les a écartés pour des questions de vaccins, etc. Donc, ça, c'était après ça. Ça, c'était après, mais on voit bien que la manière dont a été gérée cette crise sanitaire, elle dépend aussi des moyens qu'on met pour notre hôpital. Mais avant même le problème de gestion de la crise sanitaire, faut pas oublier quand même qu'il pèse sur l'État une obligation de sécurité à l'égard des citoyens, parce qu'on a dans le bloc de constitutionnalité le droit à la protection de la santé. C'est-à-dire que l'État est dans l'obligation de protéger la santé collective. Parce que ce droit à la protection de la santé, qui est un droit constitutionnel, il se divise en deux. La santé collective et la santé personnelle. La gestion des hôpitaux va mettre à mal la prise en charge et la sécurité des personnes concernant le droit à la santé, surtout personnel, privé, de chaque individu. Mais en ce qui concerne le droit à la protection de la santé collective, ça dépend de la politique qui est mise en place. Et la politique qui a été mise en place, la politique sanitaire qui a été mise en place dans la gestion de cette crise au tout départ, normalement, c'est le Premier ministre qui donne ses instructions et le ministre de la Santé qui gère. Aujourd'hui, on se retrouve avec un ministre de la Santé qui est mis en examen et un Premier ministre qui est témoin assisté. Donc déjà, là, il y a un problème quelque part. Mais de base, c'est la politique qui a été mise en place qui viole un principe de constitutionnalité qui est extrêmement important, qui est le droit à la protection de la santé collective, qui n'a pas du tout été respecté. Donc en clair, Agnès Buzyn... responsable, mais pas seule. Mais pas coupable. Enfin, elle est responsable de la politique, de l'exécution de la politique qui a été mise en place par le Premier ministre. Mais c'est étonnant, si le Premier ministre nous dit, on verra ce qu'il dit, hein, mais si jamais son argument c'est de dire j'étais pas au courant, ça veut dire qu'il a dans son gouvernement un ministre qui prend la liberté de la politique publique en matière de santé sans même qu'il en soit informé. Ça pose un vrai problème d'un point de vue institutionnel. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, on est d'accord. En termes d'organisation, c'est le président qui nomme son Premier ministre, le Premier ministre qui choisit sa politique. Étant donné la débandade du gouvernement Macron depuis ces deux élections, tout est possible, parce que moi, là, c'est possible que le Premier ministre ne soit pas au courant. Moi, je n'en crois pas un bon. Moi, je dis qu'il justement, il n'a pas envie d'être responsable, il n'a pas envie d'être reconnu en responsable, donc il lâche son ancienne ministre de la Santé. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont capables de tout.
et justement sauver leurs pommes. Donc, Oui, c'est le bouquet, c'est elle qui est censée porter le chapeau pour tout le monde, sauf que lorsqu'on... Et là, c'est la mise à mort d'Agnès Buzyn et elle se défend. Ouais. Oui, mais elle a raison de se défendre. elle- C'est de bonne guerre que de se C'est de défendre. bonne guerre. Mais si on regarde un tout petit peu du côté de l'exécutif à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que les alertes dont elle dit avoir, qu'elle dit avoir sonné, qu'est-ce qui fait que personne ne réagit ? C'est parce que à ce moment-là, on est dans une situation politique assez difficile pour le président de la République, puisqu'il engage la réforme des retraites à ce moment-là, donc il y a un dialogue dans le pays qui est difficile. Il y a également les élections municipales qui arrivent quelques semaines, quelques mois après. On est aussi dans la gestion de la peur, parce que c'est... Pour laquelle il a envie, évidemment, de transformer l'essai de 2017, parce qu'il veut implanter dans sa famille politique des élus locaux partout dans le pays. Et donc, je crois que l'exécutif, à ce moment-là, est un peu omnibulé par ces deux... Je pense aussi que... Ils se sont un peu écartés de la crise. C'est l'effet du Seigneur. Il veut justement prendre toutes les décisions. Allez. Et ça, on le sait. Bon, alors très bien, voilà, on a dit ce qu'on pouvait dire sur Agnès Buzyn, une petite banque qui arrive là, une petite pub bancaire, ça c'est pour Nadia, et puis dans un instant on parle du cupping Benzema, autorisé ou interdit en France, à tout de suite. Ah merci beaucoup Banque Populaire pour la petite pub. Alors, ma chère Maître Maghrebi, vous êtes là aujourd'hui, j'ai tenu à ce que vous soyez là, et je vous en remercie, pour qu'on parle et on ouvre un sujet important. D'abord, première question, est-ce que Amine et Nadia ici présents ont déjà fait ce qu'on appelle la hijama ? Oui. Oui, d'accord. Beaucoup l'ont fait, le font, et notamment des joueurs de foot. C'est pour ça qu'on a parlé de Benzema, qui ne s'en cache pas d'ailleurs. Alors, est-ce que pour autant, le cupping... d'abord, qu'est-ce que le cupping, ma chère Maître Maghrebi, pour commencer ? Merci pour ta question, parce que je vais te répondre à ta question par une question. Nos chers chroniqueurs qui sont présents, qui nous disent qu'ils ont déjà pratiqué la cupping, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous l'avez fait ? Moi, je l'ai fait parce que j'en avais toujours entendu parler depuis une dizaine d'années. Et je me dis, bon, je ne vais pas mourir stupide. Et je l'ai fait au Maroc, d'ailleurs. Et justement, c'est l'équivalent de la saignée, parce que je me suis renseignée quand même. Et je me dis, pourquoi pas ? Et j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le milieu du bien-être qui disent justement qu'il y a des effets bénéfiques. Et je dis, moi qui le suis également dans ce domaine, je dis, pourquoi pas ? On va commencer par soi-même avant de donner une opinion. Et je peux dire, oui, qu'effectivement, de mon côté, je ne regrette pas et j'avais cette curiosité de le faire. Au Maroc, dans des conditions... Donc pour du bien-être. Pour du bien-être et dans des bonnes conditions. Ah, mais... Voilà. Et toi ? C'est sensiblement la même chose. Moi, je l'ai fait à l'étranger également au moment de vacances. Donc, j'étais aux Émirats. Et donc, j'ai fait ça dans un institut qui est très organisé pour ça. Mm-hmm. Et c'était la première fois. Et j'avais besoin on m'en avait dit beaucoup de bien. Mm-hmm. Beaucoup de gens autour de moi l'avaient déjà pratiqué. Et du coup, j'ai voulu essayer. Et je ne regrette pas non plus parce que c'est vrai que j'ai senti tout de suite un bien-être. Et notamment dans la durée, notamment tout un tas de difficultés que je ressentais, qui s'apparentaient pas forcément à une pathologie, mais en tout cas, il y avait un besoin de créer un bien-être. C'est une façon un petit peu de te soigner. Certains maux que tu pouvais avoir. Exactement. Est-ce que toi aussi, c'était dans cette objectif ? Oui. Voilà. Et bien là, ça s'appelle... pour la personne qui pratique dans cette optique-là de l'exercice illégal de la médecine. La hijama, c'est quoi ? Ou la cupping thérapie, c'est une médecine, ça peut être une médecine chinoise, on l'appelle comme on veut, médecine chinoise, médecine prophétique. En tout cas, c'est une pratique qui va être pratiquée principalement dans le but d'apporter une réponse à un mal. D'ailleurs, l'OMS, quand elle parle de la hijama, elle dit que c'est une médecine qui soigne. Donc une médecine qui soigne, c'est de la médecine. Et la difficulté qu'on rencontre en France, c'est que la médecine, l'acte médical, relève de la compétence exclusive du médecin. Et lorsqu'on va recourir à cette pratique-là, donc qu'on l'appelle hijama, qu'on l'appelle cupping thérapie ou autre, parce qu'il y a plusieurs noms, quand on va voir une personne qui pratique cette technique pour se soigner, c'est-à-dire pour soulager, même ne serait-ce que pour soulager un mal, eh bien, c'est de l'exercice illégal de la médecine et c'est ça qui est interdit en France. Donc, la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a deux sortes de hijama, de cupping thérapie. Il y a ce qu'on appelle l'humide et la sèche.
lorsque on pratique, le praticien qui va faire de la hijama humide, il va faire des petites scarifications, des petites incisions, il va faire des extractions de sang. On dit que c'est pour une purification. Je crois que c'est à celle-là dont tu faisais référence. Et en parallèle, il y a la sèche, c'est-à-dire celle qui va être faite sans incision. Sauf que lorsqu'on va voir une personne qui pratique la cupping ou la ventouse, eh bien très souvent la personne va poser des questions. Elle va dire bon là pourquoi vous venez, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Et vous allez expliquer, vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête. Il y a des personnes, elles ont du mal à avoir des enfants, etc. Et donc le praticien va choisir les endroits où il va poser les ventouses pour réussir à faire en sorte de soulager la personne, peut-être pas de la soigner, mais en tout cas de prendre en charge une douleur. Et ça aussi, c'est ça en fait, cet acte-là, cette démarche-là, elle est interdite en France si on n'est pas médecin. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit que la hijama humide ou la hijama sèche, c'est considéré comme étant de l'exercice illégal de la médecine, qui ne relève que de la compétence exclusive du médecin, et j'essaye vraiment de schématiser et de faire simple. Eh bien, le problème qu'on a, c'est que le Conseil national de l'ordre des médecins, en France, nous dit « Ah non, c'est pas une pratique qui relève de la compétence des médecins. » Donc un médecin qui va pratiquer la ventouse, il risque de se faire sanctionner parce que on considère aujourd'hui en France que ça ne fait pas partie des données acquises de la science, qu'on ne connaît pas les règles de l'art pour pouvoir la pratiquer. Donc aujourd'hui en France, les choses sont très claires. Un médecin n'a pas le droit de pratiquer la ventouse. Une infirmière ou un infirmier n'a pas le droit de pratiquer la ventouse. Un kinésithérapeute n'a pas le droit de pratiquer la ventouse. Les ordres se sont prononcés. Le Conseil de l'ordre des infirmières, le Conseil de l'ordre des kinés. Alors ça a commencé, je vais y venir. Le Conseil de l'ordre des médecins se sont tous prononcés par rapport à ça en disant que cette pratique n'est pas reconnue en France, qu'à partir du moment où elle ne fait pas partie des données acquises de la science, ces professionnels de santé-là n'ont pas le droit de la pratiquer. On a eu, donc il y avait si vous voulez, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de praticiens de la ventouse qui ont ouvert des cabinets, qui se sont installés, et on a vu d'ailleurs plusieurs cabinets s'ouvrir un petit peu sur toute la France. Il y a eu une première perquisition qui a été faite en 2019 chez un des praticiens qui se trouvait en Île-de-France, et il a été, donc il y a eu perquisition, garde à vue, renvoi devant le tribunal correctionnel. C'était le tribunal correctionnel de Bobigny qui a pris une décision et qui était la première décision en France, qui a été rendue en décembre 2019. Qui fait jurisprudence ? C'est pas celle-là qui fait jurisprudence, mais en tout cas elle découle de cette affaire-là, parce que ce jour-là, le tribunal a dit quoi ? Le président a dit quoi ? C'est une pratique qui est interdite pour tout le monde. Que ce soit un professionnel de la santé ou surtout un non-professionnel de la santé, parce que ça touche à la santé des gens. On n'a pas le droit de mentir aux gens en leur disant ça va apporter un soin, ça va vous guérir, ça va pallier quelque chose, ça va vous apporter une solution médicale alors que c'est pas reconnu. Et en même temps, les professionnels n'ont pas le droit parce que les ordres ne le reconnaissent pas. Il a fait passer le message. Il avait demandé à cette personne-là, d'ailleurs à la personne qui a été condamnée, de faire passer le message auprès de sa communauté et auprès de tous les praticiens. Dites bien que c'est interdit. J'avais réussi à obtenir une relaxe pour l'un des trois qui était poursuivi. Du coup, le parquet a fait appel. Le parquet, lorsqu'il a fait appel, on a été renvoyé devant la cour d'appel. Et là, c'est cette décision, c'est cet arrêt de la cour d'appel qui fait jurisprudence. Parce que là, la cour d'appel a été très claire. Elle a dit... Moi, je veux rien savoir. Je m'en fiche de savoir l'humide ou la sèche, peu importe ce que vous pratiquez. À partir du moment où la démarche de cet acte-là, de cette pratique, c'est de soigner, de poser un diagnostic ou de prendre en charge un mal, c'est considéré comme étant de l'exercice illégal de la médecine, c'est interdit. Alors, juste des questions quand même importantes pour bien comprendre. Aujourd'hui, qui sont ces gens qui continuent à faire ce genre de pratique en France ? Est-ce qu'ils sont diplômés ? Est-ce qu'ils ont une connaissance ? Qui sont ces gens ? Et ben alors le problème, c'est qu'on a un peu de tout. Et c'est là la grosse difficulté, et c'est pour ça que la justice est intransigeante, et j'ai même envie de dire qu'elle se doit d'être intransigeante par rapport à certains, parce qu'il en va de la sécurité sanitaire des gens. Il faut faire attention, on peut pas les laisser faire n'importe quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on a des infirmières qui la pratiquent dans des conditions sanitaires totalement convenables. On a des médecins qui la pratiquent, on a des kinés qui la pratiquent, mais ils se mettent en porte-à-faux avec leur ordre, ils se mettent en infraction
pénal parce que c'est un délit aujourd'hui de pratiquer cet art. C'est considéré comme ne faisant, comme je disais et je le redis, ça fait pas partie des données acquises de la science. Et on a en parallèle, attends, je termine parce que c'est très important et c'est là où on a là où il y a une grosse difficulté, c'est qu'on a énormément de personnes qui ont suivi des formations. Elles ont suivi des formations en France par des centres de formation qui sont agréés de à peu près 2018 jusqu'à 2020. Ces personnes, et là s'il y en a certaines qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire de manière ferme et catégorique, le certificat de formation que vous avez obtenu n'a pas de valeur étatique. Il ne vous donne pas le droit d'exercer. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à l'entendre. C'est difficile à comprendre. Alors, il avait un centre de formation et il n'est pas valable en France. Eh bien, le centre de formation, il avait un numéro d'accréditation. Les personnes ont payé, ont obtenu une formation qui n'a pas de valeur juridique parce que c'est pas un diplôme reconnu par l'État. Mais c'est surtout que, si vous voulez, ces personnes-là pouvaient se cacher derrière le diplôme qu'elles avaient obtenu jusqu'en 2020. Sauf que depuis 2020, ces centres de formation ont subi exactement le même sort que les autres praticiens de la ventouse, à savoir perquisition, garde à vue, fermeture du centre, condamnation pénale. Donc, il faut être logique. À partir du moment où les personnes qui vous délivrent un diplôme ont fait l'objet d'une condamnation pénale, et ça, tout le monde est au courant parce qu'il y en a eu des tartines dans la presse. Donc, si les personnes qui vous ont formé ont fait l'objet d'une condamnation pénale, vous pouvez pas venir aujourd'hui vous prévaloir de votre diplôme pour dire que ce que vous faites est légal. C'est pas possible, ça tient pas la route. Oui, et même devant un juge demain, et il y en a parce qu'en ce moment on a des espèces de perquisitions à tout va en ce moment. Il y en a eu une tournée l'année dernière à peu près de septembre jusqu'à décembre, et ça a repris cette année. Donc toutes les perquisitions qui ont lieu. Là, les personnes, c'est pas un argument de défense qui va pouvoir passer devant le juge. Voilà. Et le problème qu'on a, c'est que, et là aussi, et c'est pour ça aussi, d'où le titre du thème d'aujourd'hui, est-ce que la cupping pratiquée par Benzema est légale ou pas? C'est qu'on a aussi des stars, des célébrités, des personnes qui passent à la télé qui vantent les mérites de cette pratique. Donc, on comprend plus rien. Le message qui est envoyé aux personnes, il est flou. On ne sait plus, est-ce que cette pratique, elle est légale? Elle n'est pas légale. Est-ce que c'est autorisé? C'est pas autorisé. Le lendemain de la remise du Ballon d'Or à Karim Benzema, on a CNews qui a fait un article sur son site où elle explique que la hijama sèche, donc que la ventouse sèche, est autorisée en France. Non. C'est pas autorisé en France. C'est faux. Donc en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'elle est pratiquée, par qui elle est pratiquée, où elle est pratiquée, pour pouvoir savoir est-ce que vous avez le droit d'y recourir ou non. Lorsque vous vous faites pratiquer la ventouse, la cupping, la hijama, ce que vous voulez dans le cadre privé, vous avez le droit. Dès que vous en faites un commerce, c'est interdit. Si vous la faites dans le cadre du bien-être, mais le bien-être, c'est quoi? Le bien-être, c'est lorsque vous allez voir un praticien pour vous détendre, pour avoir un bien-être psychologique sur vraiment l'état. C'est pas l'état de votre santé en termes de soins. C'est comme quand on va faire un massage thaïlandais ou peu importe le massage. Quand on y va pour se détendre, qu'on rentre dans un cabinet avec des bougies, de la musique. Et qu'on en sort hyper bien parce que voilà, ça nous a détendu, ça c'est autorisé. Cette pratique-là, elle est autorisée. Ouais, mais c'est un peu hypocrite. C'est hypocrite, mais c'est l'état du droit. C'est hypocrite, mais c'est l'état du droit actuel. Oui. Et donc, juste pour terminer, là, ce qu'il faudrait pour que les choses soient bien claires, il faudrait que l'État, enfin en tout cas que le législateur, se décide une bonne fois pour toutes à intervenir et à légiférer sur ce point, parce que on nous dit, quand on plaide ces dossiers-là, les juges nous disent non mais l'état du droit est très clair. Et c'est vrai, quand on se base sur les articles du Code de la santé publique, les choses sont très claires. Mais le message qui est véhiculé par les médias, lui, il n'est pas clair. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir nous dire, la ventouse, elle est autorisée? Oui, non. Et si elle est autorisée, sous quelles conditions? Comment? Qui peut la pratiquer? Donc au jour d'aujourd'hui, la ventouse, quel que soit le domaine et quelle que soit la raison pour laquelle vous la pratiquez, c'est interdit, sauf la ventouse bien-être, mais qu'on ne se trompe pas sur la définition du bien-être. Le bien-être, c'est comme lorsqu'on va, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on rentre dans un cabinet de massage classique pour se détendre et ressortir un peu soulagé psychologiquement. Ouais. C'est ça le bien-être. Alors une question avant de laisser Amine et Nadia poser les questions, puis il y a aussi Abdel qui nous appelle de Tremblay. Que risquent clairement les praticiens aujourd'hui? Et est-ce que moi, par exemple, en tant que patient qui souhaite faire une hijama ou une est-ce que je quoi? Mais déjà le simple fait que tu dises moi, non mais au contraire j'allais rebondir dessus, j'allais juste je le laisser finir sa phrase. Mais le qu'est-ce fait que je risque non mais Christophe, le simple fait que tu utilises le mot patient, tu reconnais que c'est de la médecine.
Bah, à partir du moment où effectivement tu n'es pas quand tu vas quand tu des incisions, non mais quand tu rentres dans un cabinet médecine, quand tu rentres dans un cabinet de massage pour du bien-être, tu es un client. Ouais. Quand tu rentres dans un cabinet médical face à un professionnel de santé, tu es un patient. Ouais. Ouais. Donc juste le choix du vocabulaire qui est employé est très significatif. Pour moi c'est clair, mais après voilà, c'est peut-être pas pour la justice aussi ça l'est, mais ça l'est pas pour tout le monde. Ils te pratiquent la hijama comme de la médecine en expliquant que ça va pallier D'ailleurs, quelque chose. on parle de médecine prophétique. Mais en même temps, on te dit non, moi je fais pas de la médecine, c'est du bien-être. Est-ce qu'on parle de médecine prophétique? On parle de médecine prophétique, donc, on parle de médecine chinoise, voilà. On parle de médecine, si tu veux, parallèle. C'est une médecine autre. C'est une médecine autre, mais qui n'a pas de statut juridique aujourd'hui en France. Priorité aux auditeurs, mon Amine. Tu me pardonneras, Abdel, qui nous appelle de Tremblay. Bonsoir, Abdel. Oui, bonsoir à tous, chroniqueuses, chroniqueurs, auditrices, auditeurs, Christophe et le reste de l'équipe. Merci Abdel, bonsoir. Tous ceux qui sont derrière, qui s'occupent... Oui, alors on va pas passer 30 000 heures à faire les remerciements. Abdel, vas-y, clairement, vas-y, droit au but, mon vieux. Je voulais vous dire, moi je la pratique, mais pas ici, en Algérie, moi. Ouais, ah bah... Oui. Et j'ai ma belle-sœur, mon beau-frère, c'est des médecins. Et généralistes. Et ils ont fait une formation en Algérie pour pratiquer ça. Ouais, mais et je j'en ai parlé à un médecin ici, un spécialiste du sang, parce que j'ai un problème de plaquettes. Ouais. Ah bah t'as un problème de téléphone aussi apparemment. Alors là je vais rebondir sur ce qu'il dit parce que faut faire très attention. Les personnes qui ont des problèmes de sang peuvent avoir recours à la ventouse parce que la scarification à la base c'est un acte qui fait partie de la nomenclature des actes codifiés qui relèvent de la compétence des infirmières sous prescription du médecin pour prendre en charge les maladies du sang. Mais dans ce cas-là c'est une pathologie qui est connue, qui est reconnue, qui fait partie des données acquises de la science. Non, c'est pour la prise en charge d'une certaines pathologies. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était une pratique qui était non reconnue en France. Donc la pratique de la hijama en tant que telle, elle n'est pas reconnue comme étant une pratique qui fait partie des données acquises de la science. Mais la scarification, c'est-à-dire les incisions, la saignée si tu veux, la saignée en tant que telle, c'est un acte médical. C'est un acte médical, il y a pas de la saignée est un acte médical qui est codé, qui est reconnu pour la prise en charge de certaines maladies du sang. Mais ça n'a rien à voir avec la ventouse et la thérapie par ventouse ou la hijama ou autre. De Amine ça. C'est pas vraiment une question, c'est juste que là on a disons qu'on a discuté des aspects juridiques, mais on le voit bien, la frontière en fait elle est quand même assez fine entre les deux. Et est-ce qu'un soin est forcément de la médecine? C'est ça la question en fait qui se pose. Et moi par exemple qui suis un adepte de comment dire je vais souvent chez l'ostéopathe. L'ostéopathie par exemple c'est un problème en France, n'est pas reconnu comme étant de la médecine et pourtant ça soigne. Enfin, en tout cas, je crois que c'est assez convenu entre tout le monde que lorsqu'on va voir... Mais c'est une pratique qui est réglementée. C'est une pratique qui est réglementée. Donc en fait, juridiquement, l'objectif c'est pas de faire de la hijama un acte de médecine, mais de dire on observe, en tout cas, il est convenu que ça améliore le bien-être, que c'est un soin qui ne doit pas venir en remplacement de soins médicaux, évidemment, mais que ça peut être un plus dans la vie de quelqu'un qui connaît des difficultés. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt, et là c'est pas l'aspect juridique mais plutôt l'aspect législatif, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à légiférer et à encadrer cette règle en disant voilà, on va regarder comment ça doit se faire, dans quelles conditions, etc. et permettre que ça puisse se généraliser et se faire dans les meilleures conditions, au lieu de dire on connaît pas, on sait pas ce que c'est, on sait pas si c'est bon ou mauvais, on arrête, on l'interdit et puis c'est pas ce qu'ils disent, ils disent pas que tu vas nous dire dans un instant ce qu'ils disent. Ma chère Bespa, et puis Nadia a une question à poser. J'en suis sûr, je la vois, je la sens. Tu me vois. Oui, je la sens. Oui, tout à fait. On en reparle dans un instant, ne bougez pas les enfants. La hijama, donc le cupping sèche humide, retenez bien, c'est interdit en France. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Faites-le chez vous cet après-midi. Faites-le chez vous, mais dans le cadre privé, c'est dans le cadre privé, c'est autorisé. C'est vraiment totalement hypocrite cette histoire. C'est autorisé en Allemagne et en Angleterre, mais en France, évidemment, on continue. On a toujours un temps de retard de toute façon. Restez avec nous, ne bougez pas. Un peu de pub, à tout de suite. Ouais.
Le LGF, merci d'être avec nous et on parle pendant quelques minutes encore et assez rapidement s'il vous plaît de la cupping que pratiquent certaines stars, notamment Benzema, autorisée ou interdite en France. Besma, maître Maghrebi ici présente, nous a bien expliqué ce pourquoi c'était totalement interdit en France, et c'est assez hypocrite d'ailleurs parce que voilà, on n'a pas légiféré en fait, on a interdit tout simplement. C'est autorisé dans le cadre privé, si c'est masqué sous un institut de massage ou de bien-être, voilà, on peut le faire, mais il faut pas appeler ça. Ah non, du tout, pardon, excuse-moi, je suis obligée de réagir. Non, si c'est caché si on utilise le bien-être pour camoufler la pratique, c'est interdit. Ouais. Bon. Non, c'est dans le cadre privé. C'est interdit. Dans le cadre privé. Dans le cadre privé, pourquoi c'est autorisé? On n'est pas dans de l'exercice illégal de la médecine, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de commerce. D'accord. Donc, alors, en clair, on va la faire simple. Si on vous fait payer pour ce genre de pratique, c'est interdit. Voilà. Non, une personne qui payer des impôts. Non, alors attendez, parce que je crois qu'il faut bien qu'on repose le problème. Non, on va y arriver. Je reprends. Non, mais c'est très important parce que non, je reprends pas depuis le début, mais quand on va pratiquer, enfin moi par exemple, je veux aller faire une thérapie par ventouse. Le praticien, il va me demander où j'ai mal, pourquoi je viens le voir, qu'est-ce qui se passe, quel est mon problème. Assis-toi sur le canapé. Et en fonction de mon problème, il va cibler des points. Oui. Les points qu'il va cibler, c'est les endroits où il va poser les ventouses. Oui. Cette réflexion psychologique s'appelle l'élaboration d'un diagnostic. Et au regard du Code de la santé publique, l'élaboration d'un diagnostic est un acte médical qui relève de la compétence exclusive du médecin. D'accord. Donc ça signifie que qu'elle soit sèche ou qu'elle soit humide, quand tu vas voir une personne qui te pose sur une chaise et qui te dit « Quel est votre problème ? Ok, j'ai compris, je vais poser les ventouses là, c'est un acte médical, donc c'est interdit. Alors ma question, parce oui, il y avait Amine qui souhaitait qu'on lui réponde quand même à ces questions. Moi, c'était ne bouge pas, Nadia, t'inquiète pas. Quelle est la différence qu'on fait finalement entre l'exercice de cette pratique et d'autres formes de soins qui peuvent être dispensés soit par des kinésithérapeutes, soit par des ostéopathes, etc. La différence semble être la règle dans laquelle on pratique la différence, et c'est une expression que j'ai utilisée 2 fois, et c'était vraiment pas pour rien, c'est les données acquises de la science. En termes de médecine, on se base sur la littérature scientifique. On se base sur les données acquises de la science. Lorsqu'une pratique est reconnue par la littérature scientifique, dans ce cas-là, on peut légiférer, on peut cadrer. C'est la quantité de savoir que l'on a sur cette pratique. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de littérature scientifique sur cette pratique. En France. Dans le monde. En tout cas, c'est l'état, on nous dit que c'est l'état actuel de la science. Je suis en train, avec certains professionnels de la santé, de faire des recherches pour réussir à trouver de la littérature scientifique par rapport à cette pratique. Au jour d'aujourd'hui, et ça fait presque 4 ans que je fais des recherches sur ça, avec des professionnels de la santé, on a trouvé un article. Oui. Un seul. Ouais. Alors, donc ça ne suffit pas aujourd'hui pour pouvoir légiférer. Donc, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où il pèse sur l'État une obligation constitutionnelle de protection de la santé collective, j'ai envie de dire qu'ils sont presque dans l'obligation de l'interdire et de faire en sorte que toutes les personnes qui la pratiquent soient poursuivies. Mais est-ce que finalement c'était la motivation de départ ? Alors pas du tout. C'était pas du tout la motivation de départ. Alors moi j'ai une question. C'est un rapport de l'ARS de 2019. Je vous laisse le chercher. Mais personne ne Nadia, la question. Alors moi la question que je pose et je m'interroge quant au fait de, pour un Français lambda, je me comprends, un citoyen qui dit haut et fort, j'ai fait du coping, saigné, hijama, qu'importe, là, du type Benzema. Et je rentre en France, mais d'une certaine façon, je fais de la pub autour de ça, et beaucoup de gens font de la pub autour de ça. Il y a des bienfaits qui sont reconnus chez certaines personnes. Encore une fois, j'ai mis des guillemets, parce que pour certaines personnes, c'est positif, pour d'autres, ça peut être négatif. Mais dans l'ensemble, ça fait quand même plus d'une 20aine d'années dont on entend parler. Et lorsque j'entends dire qu'il n'y a pas assez d'informations, la saignée, ça a toujours existé. Alors, déjà, je rebondis sur ce que tu as dit. Donc, j'ai 2 questions. La première, quel est l'impact de la publicité des personnes qui reviennent en France et qui disent « je l'ai fait »
Et de deux, moi j'ai toujours entendu parler de saigner au Moyen-Âge, du cubbing. Non, la saignée, c'est pour les moutons. Alors, même les êtres humains. Petite précision et petite rectification. Voilà. Très importante. Benzema ne dit pas je pratique, il ne se prononce pas, il poste des photos. Il poste des photos, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont faites, ces photos, déjà si elles sont faites en France ou si elles sont faites à l'étranger. Il dit rien par rapport à ça. Il ne dit rien. En tout cas, il dit rien. Lui, il ne dit rien. On ne sait pas si c'est fait dans le cadre privé ou dans un cadre professionnel. On n'a pas d'informations par rapport à ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il poste des photos de lui avec la ventouse. Donc, il nous dit qu'il pratique, enfin, en tout cas, qu'il pratique sur lui la ventouse. Il y a un message. Là, le message qui me gêne, et c'est celui auquel j'ai fait référence tout à l'heure, c'est l'article de CNews qui écrit noir sur blanc « La hijama sèche est autorisée en France et elle est d'ailleurs pratiquée dans certains cabinets. » Parce que là, c'est écrit noir sur blanc. Ils nous disent que c'est autorisé alors que c'est faux. Au terme et au regard de la loi aujourd'hui en France, c'est interdit. La saignée, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je te parlais de la scarification, la saignée, c'est une pratique qui a toujours existé. Mais le problème n'est pas la saignée, parce que c'est ce que je disais aussi sur la pratique de la hijama ou de la ventouse, dans le cadre privé, c'est autorisé. Ce qui est interdit, c'est d'en faire un commerce. Parce que seuls les médecins peuvent faire un commerce de l'acte médical. Ouais, mais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que si on autorise dans le cadre privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. En fait, chacun peut faire n'importe quoi et chacun peut la pratiquer. C'est un vrai problème, mais Christophe, tu fais ce que tu veux chez toi. Non, tu fais pas ce que tu veux avec ta santé quand même. Mais si, on regarde ça tous. Alors non, parce que juridiquement, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ouais, mais à partir du moment, si tu es chez toi, attends Christophe, tu es chez toi, tu veux te faire des scarifications, il y a personne qui va venir te l'interdire. Ouais, tu veux même te provoquer des hématomes, si t'as pas de troubles psychologiques qui nécessitent une hospitalisation sous contrainte, il y a personne qui pourra te l'interdire, tu feras jamais de garde à vue pour ça. Par contre, si tu vas aller la pratiquer sur quelqu'un contre de l'argent en lui faisant croire que tu vas le soigner, ça c'est illégal, ça c'est un délit pour lequel t'es poursuivi devant le tribunal correctionnel et pour lequel tu encours des peines de prison. D'accord. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est du charlatanisme alors. Je me suis fait rigoler là, direct. Ça, je l'ai entendu. Mais juste un exemple très concret. C'est le mot qui est utilisé. Souvenez-vous, dans les années 70, avant que l'on légifère sur l'avortement, vous aviez plus de 300 à 400 000 avortements clandestins qui se finissaient en boucherie dans certaines familles. Et quand on a légiféré, dans les années 70, grâce à Simone Veil. Grâce à Simone Veil, il y a une avec loi un très bon film d'ailleurs en ce moment. Déjà, on a observé une chute du nombre d'avortements, et puis en plus, on n'avait plus toutes les boucheries que l'on pouvait observer dans certaines familles. Et donc là, je fais un parallèle, hein, mais en réalité, c'est pas exactement la même chose. Mais voilà, au lieu d'encadrer cette pratique, on laisse finalement les gens pratiquer ça dans une forme d'anarchie totale dans le cadre privé, au risque que derrière ça puisse créer des complications. Mais même pire que ça, c'est encore pire que ça, c'est qu'on donne des numéros d'accréditation à des centres de formation. Ah ouais. Donc c'est encore pire parce qu'on laisse les centres de formation former des gens qui aujourd'hui sont induits en erreur. Quand on voit le nombre de personnes aujourd'hui qui sont renvoyées devant le tribunal correctionnel alors qu'elles sont de bonne foi, elles pensent qu'elles ont le droit de pratiquer parce qu'elles ont des centres de formation qui leur ont dit mais si vous inquiétez pas, il y a pas de problème, moi je vous donne un diplôme. Ils ressortent, ils ont payé 400 €, ils ont leur diplôme, ils l'encadrent sur le mur, ils ouvrent leur cabinet, ils sont contents, ils pensent qu'ils sont en conformité avec la loi et non. Mais ils risquent quoi ces gens-là? Ils risquent exercice illégal de la médecine, c'est 5 ans de prison. Donc là, la plus haute peine qu'on ait eue, c'est 1 an de prison, avec des interdictions d'exercer qui peuvent aller de 5 ans à vie, un casier judiciaire, des carrières qui sont totalement brisées. Et les gens qui vont faire ce genre de trucs, qui vont pratiquer ce genre de choses. Ah bah là, tu sais, c'est un peu comme plusieurs autres situations dont je ne donnerai pas de nom. Quand tu te fais pratiquer la hijama sur toi, tu ne risques rien, mais celui qui pratique, c'est lui qui encourt tous les risques. Et bien évidemment, c'est sûr que s'il n'y avait pas de demande, il y aurait peut-être pas de problème, mais il y a beaucoup de demandes, donc il serait peut-être temps de trouver en tout cas de créer de la littérature scientifique par rapport à ça. Donc s'il y a des scientifiques qui nous écoutent, bougez-vous et faites en sorte qu'on ait de la littérature scientifique pour pouvoir encadrer et mettre en sécurité les gens. Si je dis pas de bêtises, les clients qui vont voir les péripatéticiennes risquent des sanctions.
Je ne rentrerai pas. Je ne Non, rentrerai mais pas oui, sur non. ce. Je ne rentrerai pas sur ce terrain. Oui, mais je suis une Christophe, professionnelle de la santé. Oui, mais alors, c'était aussi une professionnelle de la loi, ma chère maître Je suis une Maghrébine. professionnelle du bien-être. du- C'est ça que tu veux dire. Hein non, mais voilà. Oh là là, c'est un raccourci. Alors, je suis spécialisée en droit de la santé, donc je ne répondrai uniquement sur les questions relatives au droit de la santé aujourd'hui. Ah ouais. D'accord, aujourd'hui, demain je pourrais te poser la question, tu pourrais me répondre. Demain, j'engagerai ta responsabilité d'ici là, donc Mais tu n'oseras quelle même pas. responsabilité, je Mais te tu pose une n'oseras question. même pas, tu n'oseras 49.3 pas. demain, 49.3. Ah ouais, c'est tendance dans un instant. Mes amis, je pense qu'on sait tout maintenant, hein. On a fait le tour de la question en tout cas. Blague à part, faites attention, vraiment. Pourquoi ? Bah, toutes les personnes qui rien à voir avec ma question. ouvrent. Non. Ah d'accord. Restez avec nous dans un instant, Bab, la belle histoire qui va nous raconter l'histoire de Navarro. Navarro, j'écoute. Roger Hanin, évidemment, le quiz et la battle. La battle aujourd'hui fait référence à cette histoire qui s'est passée à Rouen. Donc c'est une petite fille qui a été agressée sexuellement à son domicile. Son père a décidé de se venger en allant fracasser celui qu'il a considéré comme étant l'auteur des faits. Est-ce que vous comprenez ce geste, son geste? 01 40 33 9000 et sur Twitter, le grand forum FM2, 86% disent oui. Comprendre son geste, on en débat dans un instant sur France Maghreb 2, ne bougez pas évidemment sur votre radio France Maghreb 2, à tout de suite. Restez avec nous, le grand forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum. Le NGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est l'heure de retrouver Mam, la belle histoire des génériques consacrée aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire puisque en 1989 était diffusé le premier épisode de Navarro sur France Maghreb 2. La belle histoire des génériques. Navarro, 1989-2009. Il était un incontournable du jeudi soir sur la une. L'histoire d'un commissaire aimé du public et qui incarnera pendant 19 saisons le flic ferme et tendre à la fois, une forme de héros populaire. Ce fut le cas de cette série policière incarnée par un personnage illustre, pour eux parfois, sensible souvent. L'histoire d'Antoine Navarro, commissaire de police qui nous entraîne dans ses nombreuses aventures, vivant seul dans une tour avec sa jeune fille, Yolande. Accompagné par ses lieutenants, que Navarro appelle affectueusement les mulets, ils résolvent les crimes et délits de leur juridiction. La série a eu une longévité remarquable, 19 saisons donc, créée par Pierre Grimblat et Tito Topin. Elle fut diffusée pour la première fois sur TF1 le jeudi 26 octobre 1989, il y a 33 ans, jour pour jour. Incarné par l'inénarrable Roger Hanin, connu pour ses rôles dans Le Grand Pardon, Le Coup de Sirocco ou encore Le Grand Carnaval, il incarnera pendant près de 20 ans le personnage accompagné d'une fine équipe de comédiens. Christian Roult, Daniel Rialet, Jacques Martial, Sam Carman, Catherine Allégret, Maurice Baudot, Bernard Larmande, Emmanuel Boidron et rejoindront également dans le casting l'ex-To Be Free Philippe Nicolic, Anthony Dupré, Marie Fugain et enfin Victor Laszlo. 108 épisodes plus un hors-série de 90 minutes ont été diffusés sur TF1. Une série dérivée sera créée avec Brigade Navarro, diffusée entre le 28 juin 2007 et le 24 mars 2009. La musique du générique est signée Serge Perratonnerre et Yannick Top, générique que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir. Voici Navarro, 1989-2009, TF1. Navarro, j'écoute. Qui regardait Navarro? Moi. Ouais. Non, je regardais Ouais. pas. Moi, Tu regardais j'aimais- pas, Nadia? Non, je regardais pas. Moi, Ouais. j'aimais bien. Mais bien, Roger Hanin était excellent là-dedans. Franchement, il était bon. Hein. Amine? Ouais, je regardais, ouais. Ouais. J'aimais beaucoup. En même temps, on n'avait pas grand chose à regarder à ce moment-là. fallait se rendre à l'évidence quand même. C'était la série du jeudi, je crois. C'était la série policière du jeudi. C'est ça, c'est ça. Et pendant 19 saisons. Voilà, donc moi j'étais très jeune, hein, mais C'est vrai. voilà, on n'avait pas grand chose à regarder, donc on T'es regardait jeune. ça et c'était très bien. Beau et jeune. Voilà. C'est parti pour le quiz. Le quiz. Les petites questions liées à l'actualité. Quelle messagerie instantanée a subi une panne mondiale hier? WhatsApp. WhatsApp. Vous voyez, pendant 2 heures, t'as rien remarqué, Amine? On voit l'utilisatrice. Ouais, on voit les utilisatrices, effectivement.
Tiens, un drone transportant des téléphones ainsi que des produits stupéfiants se sont retrouvés dans quelle cour de prison? Fresnes. Elle était là-bas. Voilà. C'est toi qui les as envoyés? Hein? Je garde le silence. Elle a une information avant tout. Bon, en tout cas, le drone a été interpellé. Bon, voilà. Oui, il a été interpellé. C'était à 4h du matin. Ouais. C'était assez. Il y avait téléphone portable et cannabis. Ouais. C'était un de tes clients. Je garderai le silence. Quel rappeur très populaire dans le monde arabe a été placé en garde à vue lundi soir au Maroc à la suite de 5 plaintes déposées contre lui, notamment pour diffamation, pour injures, menaces et incitation à la violence. De quel rappeur s'agit-il? Je sais que c'est un rappeur, mais j'ai pas noté le nom. Un rappeur français? Non, marocain. Ah ouais, alors là, j'ai du mal avec les... El Gran Toto. Ah, ok. Voilà, Toto. vous aurez appris un truc au moins aujourd'hui. C'est ça. Combien de femmes Il y a qui ont- deux Marocains quand même. Oui, quand même. Ouais, mais Combien de on a pas femmes de ont été... culture, hein. Combien de femmes rapatriées de Syrie ont été mises en examen 35. pour association de malfaiteurs terroristes criminels sur les 15 qui ont survenu J'allais dire récemment? une dizaine, ouais. 10, bonne réponse. Effectivement. Et enfin, quel âge a le nouveau Premier ministre anglais 41. Richie? 52 39 ans. 42 ans. 42. Ouais, c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de l'Angleterre, qui plus est d'origine indienne. Oui, c'est une véritable j'ai vu. première C'est en milliardaire. Angleterre. Et Oui, milliardaire, milliardaire ce qui n'empêche aussi. pas, évidemment. Ouais. Dans un instant, la battle, les enfants, avec cette question importante, et vraiment, je demande la raison, mais aussi comment dirais-je, il y a la raison, on dit souvent il y a la raison, c'est Et le important, cœur. et le cœur. Et l'empathie, ouais. Imaginez-vous, pour faire un petit résumé de la situation, une petite fille de 6 ans qui était tranquillement dans sa chambre, un homme a pénétré, un jeune homme, que dis-je, puisqu'il est mineur, a pénétré dans l'appartement, a pratiqué des pratiques sexuelles sur la petite de 6 ans. La maman est tombée nez à nez avec cet homme qui s'est enfui. Le père, en colère, très en colère, et on peut le comprendre, a décidé d'organiser une véritable maraude dans la ville pour retrouver l'individu. Il l'aurait retrouvé, il l'aurait tabassé, et aujourd'hui, Et rendu à la police. et l'individu en question a été interpellé et placé en détention, plus d'ailleurs pour sa sécurité qu'autre chose. Et quand on comprend bien l'affaire, en fait, qui a été extrêmement médiatisée, c'est celui qui s'est fait justice lui-même qui risque d'avoir le plus de problèmes. Oui. Est-ce que vous comprenez son geste? On en débat dans un instant sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi, Nadia Cherif et Amin Sahar. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Et c'est l'heure de la battle, et pour terminer cette émission sur France Maghreb 2. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travaillez plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. On va revenir sur ce qui s'est passé à Rouen donc et également, je crois, dans un autre endroit de France où des pères de famille se font justice eux-mêmes face à des agressions qu'auraient subi leurs enfants. En l'occurrence, en ce qui concerne ce papa, c'est sa petite fille qui aurait subi des attouchements sexuels de la part d'un jeune homme, d'un mineur isolé visiblement, et il s'est fait justice lui-même en organisant avec des potes une rencontre. Il l'a tapé violemment à coups de barre de fer. Ça a été assez violent. La question est la suivante: est-ce que vous comprenez son geste? Et à vous de nous dire, voilà, le côté parent et le côté droit. Évidemment, c'est important, parce que le procureur n'a cesse de répéter qu'en France, nous n'avons pas le droit de nous faire justice nous-mêmes. Ça, merci d'avoir rappelé. Alors tiens, Nadia, est-ce que tu peux comprendre ce geste de ce papa? On va pas, enfin, moi je ne vais pas être hypocrite. Évidemment, quelqu'un touche à mon enfant, je l'ai en face de moi, je comprends la notion de blackout, où tu te dis, voilà, je ne peux pas. Ensuite, je ne suis pas, voilà, je ne vais pas dire qu'il faut être violent, qu'il faut le faire, etc., etc. Mais je comprends parfaitement la situation et la réaction du père, et je pense aussi que la plupart des Français ou la plupart des citoyens sur ce sujet
vont être positifs quant à l'acceptation quant à la réaction du père. À un moment donné, il faut être lucide. Et moi, je signale également qu'il l'a remis à la justice. C'est pas comme s'il l'avait tué chez lui. Je suis pas en train de justifier la violence. Mais c'est pas comme s'il l'avait laissé à la maison et puis voilà, il s'est fait plaisir et puis il continue à se faire plaisir en lui tapant dessus. Non, il l'a remis à la justice. Maintenant, l'autre question, c'est effectivement, est-ce qu'on a le droit de se faire justice soi-même et aussi, il faut écouter les dires du père. Il a signifié que la police n'avait pas fait le nécessaire, c'est-à-dire faire les battus, venir chez lui, se renseigner, etc. Ça veut dire que cet individu serait resté peut-être un petit peu plus longtemps dehors et il y aurait eu aussi peut-être d'autres victimes. Donc c'est à prendre en considération quand même. Non mais j'aime bien ton honnêteté. Amine. Oui. Moi, je vais être très très clair. J'ai deux réponses. La première, c'est au moins une, mais j'en ai deux. Pour le coup, il y a celle de l'émotion, de l'empathie, du père que je suis. Si j'étais confronté à cette situation avec un agresseur chez moi, probablement qu'il ne ressortirait pas. Ah ouais. Ça c'est. T'es comme ça, toi. Ouais, je pense. Ensuite, si jamais je suis amené à aller à l'extérieur et que je retombe sur lui et que je suis formel que c'est lui, il est évident que ma colère prendra le dessus. J'ai aucun doute là-dessus. Ensuite, d'abord, mais Besma dira sans doute les choses mieux que moi d'un point de vue juridique. On est en droit de retenir quelqu'un qui a commis une infraction, il me semble. En droit, on a le droit de retenir, de contraindre quelqu'un en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Donc ça, c'est ce qu'il a fait par la suite. Ensuite, il y a évidemment la réponse de raison. Quand on est le risque, si on se disait on doit autoriser la possibilité de se faire justice soi-même, c'est que parfois on oriente mal les choses quand on se fait justice soi-même. Et donc si on commence à s'accuser de toutes sortes de choses sans pour autant que ce soit avéré, établi, on va vers une forme d'anarchie, de chaos dans la société. Donc on ne doit pas permettre ça d'un point de vue du droit, mais d'un point de vue de l'humain, je suis désolé, je suis en total accord avec... Il y a le risque que ce soit pas le bon individu aussi. C'est ça, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que si on commence à tous se faire justice soi-même et que c'est pas avéré, si les accusations que l'on porte ne sont pas avérées, identifié. Alors là pour le coup, la question se pose pas, puisque je crois que la mère de l'enfant a identifié le monsieur, puisqu'elle est tombée nez à nez avec lui dans la chambre de l'enfant, donc il y avait pas de doute, et la colère du père a pris le dessus, et je crois que n'importe quel père aurait réagi de la même manière, et même si on n'est pas père, quand on observe, quand on voit ce genre de choses, il est évident que l'on réagit de cette manière-là. Alors, Maître Maghrebi, je vais vous demander d'enlever votre robe 2 secondes et de parler en tant que mère. Alors, moi, il y a plein de choses qui me gênent dans cette affaire. Je vais donner l'exemple d'un dossier que j'ai eu que j'ai plaidé au mois de juillet, qui concerne l'affaire du pédophile d'Arcachon. Ouais. C'est un pédophile qui a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir violé 5 petites filles. Crois-moi que les papas des 5 petites filles avaient envie de tuer ce criminel, mais ils ne l'ont pas fait. Il n'a pas été frappé, pourtant il savait où il habitait, il savait où il était, il n'y en a pas un qui l'a frappé. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que la colère, elle peut se contenir. Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il a fait ? On peut l'expliquer, on peut le justifier. Est-ce qu'on peut l'accepter ? C'est autre chose. Juridiquement, bien évidemment, qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Et le problème que j'ai dans cette situation, c'est que on n'est pas face à une personne qui a été violente, qui a donné des coups dans l'immédiateté. C'est-à-dire que s'il était rentré dans la chambre, il surprend cet homme en train de faire ce qu'il fait à sa petite fille et qu'il lui saute dessus et qu'il le frappe, on a une immédiateté qui fait que ça peut se comprendre, ça peut se justifier, ça peut s'expliquer. Là, on a une personne qui réfléchit, parce que mine de rien, quand on prend le temps d'appeler des personnes qui réfléchissent, qui se déplacent et qui va faire justice, se faire justice lui-même. Oui, est-ce qu'on appelle une préméditation ?
Après, c'est la justice qui qualifiera comme elle aura envie de le qualifier. Mais on n'est pas sur une immédiateté qui fait que moi, aujourd'hui, je pourrais te dire oui, je le comprends. Parce que, voilà, c'est des situations que on voit, hélas, souvent. Et fort heureusement, tous les papas ne se font pas justice eux-mêmes. Parce que il suffit d'un coup pour tuer une personne, il aurait pu la tuer. Et comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, ça aurait pu être un autre individu. Ça aurait pu être une erreur. Et là, ça aurait été dramatique et fatal. Parce que mais t'as pas raisonné en tant que maman. Mais en fait, ce raisonnement-là, il ne s'oppose pas comme en tant que maman, papa ou autre. Non, parce qu'à partir du moment où t'as des parents qui vivent vraiment cette situation-là et qui sont capables de se contenir et de se retenir et de laisser la justice faire son travail, ça signifie que c'est possible. On peut retenir ses nerfs. Je comprends que dans la foulée, bah non, parce que ça ne se passe. L'immédiateté, c'est le moment instantané. C'est dans l'instantané. Ouais. C'est-à-dire, il rentre dans la chambre, il l'attrape, il le frappe. Ouais, mais là, ça veut pas dire qu'on décolère en 1 heure, quoi. Ah oui, on décolère pas en 1 heure. Non, mais ce qui est gênant dans cette affaire, mais on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Ça, on est d'accord. On est tous d'accord, mais il n'empêche que là, il va des émotions et là, c'est à géométrie variable et c'est en fonction des personnes. Oui, mais là aussi, c'est dangereux. En fait, mais c'est quand même dangereux. C'est dangereux, je trouve, de ne pas, quelle que soit la gravité de la situation, de pas être en mesure de pouvoir contenir sa colère. Objection, votre honneur. Non, mais je suis désolée. On a créé moi aussi, je suis désolé. On a créé la légitime défense. Ouais. La légitime défense, c'est pour pouvoir expliquer justement et justifier la réaction violente qui va se faire de manière instantanée, proportionnée, dans l'immédiateté. Celle-là, elle s'explique, elle a un nom. Tu m'as pas répondu. C'est la légitime défense. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Tu ne m'as pas répondu. Donc, je ne peux pas le comprendre. En tant que maman. En tant que papa, en tant que n'importe quel individu, c'est une réaction que je ne peux pas comprendre. Moi, face à la violence, je peux pas te prendre ça, je te connais par cœur, Besma. Non, je peux pas. Celui qui touche aux enfants de Besma, attends, mais je vous. Et tout à l'heure, j'ai touché un gâteau, un de ces gâteaux. Non, mais c'est mignonne. Alors, non. Et maître, elle est en train de nous faire croire que. Non. Alors, la justice. Détrompe-toi. Alors, écoute, si tu veux être juste dans ton explication, essaye de te remémorer. Essaye de te remémorer certains souvenirs. Dans les souvenirs que tu vas retrouver. Je n'ai jamais réagi en dehors du cadre de la loi. Non, bien au contraire. Quand on touche à un de mes neveux ou à un enfant ou autre, ce qu'il se passe, c'est que je vais utiliser la loi puissance 10. Ça signifie que je vais utiliser les voies de droit qui s'offrent à moi de manière virulente, intransigeante, immédiate, mais je vais certainement pas me faire justice moi-même et je ne l'ai d'ailleurs jamais fait. Oui, parce que je pense dans le cadre juridique. Non, parce qu'il donne l'exemple. On parle d'agression sexuelle pour une gamine de 6 ans. Oui, non, mais là, peut-être que tu te souviens, si on peut reprendre l'exemple. Moi, j'ai mon neveu qui a été harcelé par des enfants dans son école. Et il a subi des choses ignobles, horribles que je ne souhaite à aucun enfant. À aucun moment, je n'ai été voir un des parents ou je n'ai été parler aux enfants. Jamais. J'ai fait en sorte d'utiliser. Beaucoup de exactement. Mais tant mieux. Il faut des gens comme toi. Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui est régie par des règles de droit. On est dans une société une société où l'ordre public doit régner et on n'a pas le droit de se laisser envahir par ses émotions. On n'a pas le droit. Oui, mais même si la situation. Mais tu penses que moi, les enfants qui ont harcelé mon neveu, j'avais pas envie d'aller les voir ou de. Bien évidemment que j'avais envie, mais je ne l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait pourquoi ? Parce que j'ai préféré avoir confiance en la justice. D'une femme qui subissait des violences conjugales par son. Exactement. T'écoutes RMC, toi. Exactement, ça m'arrive le matin. Et du coup, donc elle expliquait qu'elle avait été violentée par son ex-mari qui continuait d'entretenir une violence même quand ils se sont séparés, etc. Et puis un jour, elle en a eu marre et c'était prémédité, hein, c'était pas dans l'immédiateté, donc elle l'a poignardé, Et du coup, alors cette dame, elle a été condamnée, elle a fait de la prison et à aucun moment
les plaintes, etc., qu'elle avait déposées avec des certificats, etc., le monsieur n'a jamais été inquiété. Truc de ouf. Jamais été inquiété. Donc parfois il y a aussi cette forme d'injustice qui pousse à cette colère-là. On a l'impression que c'est le mec qui s'est fait justice lui-même qui va être plus emmerdé que celui qui a commis l'acte terrible et dégueulasse. Mais c'est ça. Et c'est ce qui va se passer, et tu verras, et on en reparlera, parce que coup et violence volontaire sur un mineur, la minorité c'est une circonstance aggravante, et tu vas voir Terminé. En tout cas, il faut qu'on légifère sur beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Vous avez compris. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Maghrebi. Qu'on retrouve également le dimanche pour l'émission Parler droit sur France Maghreb 2 de 15h à 16h. Et qu'on retrouve à son cabinet et dans les tribunaux, parce que voilà, elle fait le tournée des tribunaux. À chaque fois que je l'appelle, je sors du tribunal. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Merci, mon Amine. Demain, demain, il y a une grosse émission demain. On va parler d'un député qu'on avait reçu d'ailleurs dans le cadre des législatives. C'est Carlos Dibango, un député qui avait battu François Pipponi, qui veut proposer une loi, qui veut qui veut proposer une loi concernant les crânes des Algériens, en Algérie là, les crânes des moines de crâne. Donc on en reparlera demain. Et puis on parlera également de cette grande journée de mobilisation pour le peuple palestinien qui aura lieu à Bruxelles ce dimanche, je crois. Et on recevra plusieurs associations. Et demain, autour de cette table, Karim Alouache, qui revient du Soleil et de l'île Maurice. On aura Pierre-Henri et notamment Nicolas Jeanneté. Donc grosse équipe de grande gueule demain sur France Maghreb 2. Bonne soirée, et n'oubliez pas, vendredi on sera en direct du salon immobilier algérien à l'espace Charenton, vendredi 16h, pour venir nous rencontrer. On vous y attend, c'est gratuit, hein, donc venez. À demain si vous le voulez bien. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné-Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. Amine, t'as 30 secondes Amine, pas une de plus pour nous parler d'un événement vendredi. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a un événement vendredi qui est organisé par l'Association des élus de France. Donc, ça se passe à Versailles. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux Amine Saha. Donc, c'est ouvert à tous les élus, c'est gratuit. Donc, c'est une soirée qui permet aussi aux élus de se rencontrer, de confronter à tout un tas d'échanges d'expériences. Merci, voilà. Amine. Bonne soirée à tous. 18h. Ouais, presque une, mais 18h. Allez.